réforme de l'audiovisuel public. Voilà. Merci Madame la Ministre. C'est à moi. J'ai pas mal de questions à vous poser. Alors la première, vous avez déjà réagi parce que c'est sur la question du pass culture, mais je voulais y revenir et je dois dire que on verra bien ce qu'il en adviendra, mais je suis quand même assez satisfait que vous émettiez des réserves, ce qui longtemps que je n'avais pas entendu ça, sur ce pass culture. Aujourd'hui, le rapporteur spécial relève un dépassement de 10% des crédits dédiés au soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle. 208,5 millions d'euros est initialement prévu. 240,1 millions d'euros ont finalement été consommés. Et ça met toute l'importance de ce pass culture quand on pense que, pour avoir des ordres de grandeur, les scènes publiques sont financées à la hauteur de 234 millions d'euros. On voit donc que progressivement, j'allais dire, la proportion du pass culture dans le budget de votre ministère prend toujours plus d'importance et parfois cache par ailleurs d'autres baisses dommageables. Donc j'ai cru comprendre, et vous l'avez redit, que vous étiez, en tout cas, si ce n'est réservé du moins, vous interrogiez sur les objectifs du pass culture. Vous l'avez dit, il y a un risque de reproduction sociale avec des problématiques, j'allais dire, liées au fait que sa caractéristique est celui d'une demande, mais du coup aussi avec, j'allais dire, peut-être à un moment donné, des effets d'aubaine ou au moins d'accessibilité toujours plus forte par rapport à une culture marchande au détriment du spectacle vivant. Et de ce point de vue-là, l'impact sur le spectacle vivant public du pass culture est anecdotique. Je sais que vous avez eu une rencontre avec des maires de grandes villes du Sud et que vous auriez effectivement été surprise d'apprendre que l'accès à leur offre culturelle via le pass ne représentait que 0,7%. Donc je réinterroge sur cette question. Je suppose que vous allez me faire la même réponse que vous avez fait avec à monsieur Holroyd. Mais je voudrais aussi vous interroger sur la question de la part collective. Parce que quelque part, on pourrait se dire que la part collective, c'est, j'allais dire, un moindre mal, justement peut-être comme possibilité liée à un projet éducatif. Je suis assez content que vous ayez parlé de l'éducation populaire, vers une culture spectacle vivant et une culture moins marchande. Le problème qu'on observe très souvent, c'est que ce dispositif permet parfois de financer des activités d'éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires, comme peuvent le faire des collectivités territoriales, parfois à des effets d'aubaine, mais aussi avec, à certains moments, des limites. Par exemple, le fait de la réduction des possibilités de transport conduit parfois à des organisations de spectacles dans des réfectoires qui sont loin, j'allais dire, de peut-être ce qu'on peut attendre comme accès à la culture. Donc, je veux bien que vous reveniez sur cette question. Je voudrais également, même si on dépasse un petit peu le budget 2023, mais quand même vous interroger sur l'annulation de 200 millions de crédits pour 2024, soit 5% de votre budget. Je profite que vous soyez là pour vous en parler. Vous avez annoncé avoir réussi à limiter l'impact à 65 millions d'euros. Et si vous avez été obligé de le faire pour, je vous cite, limiter au maximum le financement du spectacle vivant dans les territoires, je comprends que les coupes imposées à Bercy n'étaient finalement pas si indolores. Mais même après votre tentative de réduire... Comment ? Si, elle n'était pas indolore, justement. Je ne crois pas. Pardon, j'ai compris le contraire. Non, elle n'était pas indolore. Non. Peut-être que j'ai dit l'inverse, mais dans ce cas, c'est un lapsus. Même après votre tentative de réduire l'impact, les économies représentent tout de même 2,6% du budget de la création. Une diminution, justement, qui n'est pas anodine. Alors que les scènes et d'autres théâtres avaient déjà des difficultés à boucler leur budget, ils vont devoir rediriger leurs moyens vers des spectacles moins risqués pour attirer plus de spectateurs. Est-ce que vous ne craignez pas que cette logique risque, à terme, de porter un coup à la diversité culturelle à laquelle vous dites tenir? Et alors j'ai une dernière petite question spécifique. J'en profite plutôt là, en tant que député de Seine-Saint-Denis. J'avais été alerté par des enseignants du hip-hop. Et c'est vrai aussi, si j'ai bien compris, pour d'autres types d'arts, notamment la Réunion, qui sont des arts nés, des danses nées dans la rue, sur le caractère désormais obligatoire pour eux d'avoir des diplômes qui ne correspondent pas finalement du tout à la formation hip-hop qu'on connaît. Il m'a semblé que vous aviez donné des assurances là-dessus. Est-ce que vous pourriez me le confirmer? Merci. Alors, sur le pass culture, j'allais dire, quand je suis arrivée comme ministre de la Culture, j'avais une petite intuition que ce pass culture, par exemple, sur la part individuelle, la part collective, on pourra en discuter, sur la part individuelle, de voir quel était le public touché. En zone rurale, le handicap, c'est vraiment la mobilité.
La difficulté, c'est la mobilité. On s'est interrogé à un moment donné de savoir est-ce qu'on mettait une part de mobilité sur le pass culture. On craignait que plus vous mettiez une part sur la mobilité, et comme vous savez, la mobilité, c'est une compétence aussi des régions. C'est qu'on allait désengager les régions sur la mobilité et on va réduire la part d'accès à la culture sur le pass culture. Donc j'ai exclu cette possibilité de mettre la mobilité en l'intégrant dans le pass culture, notamment sur la part individuelle. Mais ça peut être possible dans des cas très, très particuliers. On pourrait dire on met 50 centimes d'euros sur la totalité de la part pour la mobilité. Donc il y a ça. Sur la part collective, franchement, ça marche très bien. Partout où vous allez, vous vous rendez compte, moi je fais beaucoup en territoire, et quand vous discutez avec, vous rencontrez des enfants, et vous le voyez dans les musées, vous le voyez quand ils vont au théâtre, quand ils sont avec des compagnies de danse, quand vous leur posez la question en disant est-ce que c'est la première fois, pas la première fois, 90% des enfants, c'est la première fois qu'ils accédaient à un lieu culturel, à un équipement culturel. Et donc le pass culture permet en tous les cas de pouvoir faire accéder à la culture ceux qui en sont éloignés, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Donc ça, je trouve qu'au contraire, il faut l'amplifier. Aujourd'hui, c'est limité à l'éducation nationale. Moi, je voulais que ce soit élargi par nos apprentis. La complexité des statuts, un apprenti, son rattachement, complexifie l'éligibilité au pass culture dans la part collective. Donc nous essayons de mettre ce qu'on appelle les IME, de faire bénéficier notamment les enfants en difficulté, de mettre aussi, j'ai essayé de discuter, de voir est-ce qu'on ne peut pas les élargir à la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple, sur des établissements de protection de l'enfance. Tout ça, on est en train de discuter. L'avancée majeure que j'ai pu avoir à ce stade, c'est avec les acteurs de l'éducation populaire, et notamment des centres sociaux, des foyers ruraux, des MJC, qui sont de plus en plus intégrés, c'est-à-dire qu'ils deviennent éligibles au pass culture dans le cadre de la part collective. J'étais à Pantin il y a 10 jours, et par exemple, j'ai rencontré des compagnies de danse, des compagnies de théâtre qui aimeraient être intégrées dans le dispositif annoncé par le président de la République sur théâtre obligatoire ou histoire de l'art obligatoire dans l'école aujourd'hui, puisque c'est un engagement que nous tiendrons d'ici la rentrée de septembre 2024. Comme vous le savez, il y a des enseignants qui vous disent qu'il faut être formé à cela, puisque ça va être dans le cadre d'un programme obligatoire, mais il faut prendre sur le temps scolaire pour être formé, et donc il y a une difficulté d'avoir les effectifs pour pouvoir mettre en œuvre, lancer ce type d'enseignement obligatoire. Il ne faut pas qu'on lâche cet engagement, et moi ce que j'ai essayé de voir justement à Pantin avec quelques compagnies, et nous devons évidemment les recevoir prochainement, moi je tenterais bien une expérimentation de dire est-ce qu'on ne peut pas prendre des compagnies qui aujourd'hui, ou des acteurs culturels qui sont beaucoup dans la médiation, qui aujourd'hui sont beaucoup dans le périscolaire, et de dire est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre en binôme avec un enseignant dans le cadre de l'EAC obligatoire. Et donc, de pouvoir comme ça permet indirectement d'élargir la part collective. C'est-à-dire que s'il n'est pas éligible dans le pass culture au niveau collectif, vous l'intégrez par le biais de l'enseignement obligatoire. Donc c'est une expérimentation que j'ai dit à quelques compagnies là, à Pantin, que j'aimerais bien tenter, évidemment en Seine-Saint-Denis. J'en ai parlé d'ailleurs avec le président du département, Stéphane Troussel. Donc nous sommes là-dessus. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, on a eu un échange sur notamment les orchestres et la musique, et donc de pouvoir travailler là-dessus. Par le biais d'expérimentation, je pense qu'on pourrait le faire. Sur la part individuelle, vous avez totalement raison, et les élus dont vous parlez tout à l'heure, effectivement, vous avez Montpellier, vous avez Marseille, vous avez toutes les zones, évidemment, on se rend compte qu'il y a des parties où on a une forte consommation du pass culture en part individuelle, et là où ça serait le plus nécessaire, on a 0,1, 0,7, il y a une réalité. Je pense que les deux rapports que nous attendons sur le bilan du pass culture, on a, je crois, un bilan de la Cour des comptes, et puis un bilan de l'inspection des finances, de l'IGAC, pardon, des affaires culturelles. Je pense que ça va être très instructif, et de là, nous pourrons évidemment avoir, je pense, refondé ou renouvelé une politique culturelle accessible au plus grand nombre. Si je vous donne les chiffres, par exemple, sur les 550 000 réservations par mois, vous avez 60,2% pour les livres, nous avons 21,3% pour le cinéma, 9,2%
pour la musique live ou enregistrée, 1,7% pour les beaux-arts, musée 1,53%, spectacle vivant, nous sommes à 0,5%. Donc là-dessus, les chiffres sont très clairs. Alors, vous parliez tout à l'heure, je veux aussi être précise et je veux être claire. Alors, je ne veux offenser personne, mais nous avons aussi quelques opérateurs qui ne jouent pas le jeu non plus, à vouloir être sur le pass culture, parce qu'il y a une politique tarifaire, ils veulent garder les places, ou certains vous mettent quelques places pour donner le sentiment qu'ils ont fait œuvre utile en mettant les places, mais elles ne sont pas forcément prises par le public auquel on s'attend. Donc là, nous avons réuni la semaine dernière l'ensemble des opérateurs, et c'est la première fois aussi qu'ils sont tous ensemble autour de la table, pour leur demander de favoriser cette politique de public, la diversité du public, et j'ai demandé aux opérateurs publics culturels de pouvoir évidemment intégrer la médiation. C'est pas pour le pointer du doigt, parce que ça n'a rien à voir. Mais par exemple, la Comédie Française, moi je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est un lieu de théâtre, par exemple. Et donc, vous pouvez mettre la Comédie Française sur Pass Culture. Si vous ne savez pas y aller, si vous ne connaissez pas, vous n'irez pas. Et donc, on a demandé à ce type d'opérateur d'intégrer la médiation, ou l'Opéra de Paris, tous ces grands opérateurs, de mettre une part de médiation pour pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre ce type de spectacle. Sur le hip-hop, vous savez très bien que le débat est arrivé dans le cadre de la PPL, danse. Moi, j'ai une conviction personnelle que je vais vous exprimer, mais qui est ouverte au débat, et vous avez raison, j'ai vu des acteurs de hip-hop, j'ai dit que rien n'était fermé, parce que la loi n'est pas, enfin, le texte n'est pas adopté. Moi, ma conviction personnelle, mais elle est, nous sommes tous, nos engagements politiques sont aussi tous, c'est le fruit de parcours et d'expérience. Quand vous êtes animateur, quand vous êtes éducateur et que vous enseignez, même si le terme, parce qu'on en a débattu dans l'hémicycle, un art qui est le hip-hop, qui est un art très, j'allais dire, majoritaire dans les cultures urbaines. C'est auprès de la population française. Vous ne pouvez pas enseigner dans un conservatoire ou dans un organisme d'État ou reconnu ou même un établissement culturel. Vous pouvez faire de l'animation. Ça ne changera rien, que le texte soit adopté ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui ne changera pas si vous êtes dans du périscolaire, si vous êtes dans l'animation. Moi, je trouvais que, par exemple, une avancée, et c'est la gauche qui a permis ça, la validation des acquis professionnels. Je me souviens, d'ailleurs, vous aviez Lionel Jospin à l'éducation nationale et Jean-Luc Mélenchon à l'enseignement professionnel, et qui était sur ce sujet, c'était de reconnaître l'expérience professionnelle et d'en faire un diplôme, de vous donner un statut. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai été aide-soignante pendant des années et je suis reconnue comme aide-soignante parce que j'ai validé mon expérience professionnelle. Et ben moi, je trouve que c'est bien d'avoir une reconnaissance que vous pouvez ensuite faire reconnaître dans le cadre d'une expérience professionnelle. Ça vous ouvre, c'est pas vous que je vais dire ça, ça vous ouvre aussi une autre nature de droits sociaux, et qui souvent sont beaucoup plus valorisés. Donc moi, ma conviction, c'est que de donner un diplôme d'État en reconnaissant cette expérience professionnelle qui vous ouvre la possibilité d'enseigner dans des établissements, ça peut être scolaire, ça peut être les conservatoires municipaux ou nationaux, je trouve que c'était une avancée. Certains vous disent, on ne veut pas de cadre parce que c'est un art qui ne peut pas être cadré. C'est un débat qu'on peut avoir. Moi, je ne suis fermée à rien. Donc, après, c'est des positions qui sont différentes. Moi, je considère que reconnaître des droits dans le cadre d'une expérience qui vous donne, j'allais dire, des droits, je trouve que c'est mieux. Voilà, c'est ma conviction. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu précisément à vos interrogations. En tout cas, vous avez donné le point de votre réflexion. Effectivement, par rapport à une PPL qui n'a pas fini son chemin parlementaire. Bien, on va passer aux orateurs.